Koninck et Mao Chantrel ont rencontré d'anciens kidnappés, des espions repentis et des familles brisées. Un jeu de piste qui nous conduit de Tokyo à Séoul, en passant par la Roumanie et bien sûr la France. Yaeko Taguchi, 22 ans, enlevé en 1978. Megumi Yokota, disparu en 1977 à l'âge de 13 ans. Susumu Takashi, enlevé en 1976. Hitomi Soga, kidnappé à 19 ans en 1978. La même année, Anocha Panjoy et une Roumaine, Doina Bumbea, sont enlevés. Et peut-être également dans cette liste de disparus, plusieurs Françaises. Avec des milliers d'autres, ce sont les victimes d'un programme d'enlèvement d'État organisé par la Corée du Nord, il y a 40 ans. Des otages de toute nationalité, contraints d'enseigner aux espions nord-coréens leur langue, leur culture et le mode de vie capitaliste pour mieux l'infiltrer ensuite. Plusieurs dizaines de ces kidnappés seraient encore vivants, toujours retenus de force, quelque part, en Corée du Nord. À Tokyo, tout le monde connaît l'histoire de ces enlèvements. Les kidnappings de Japonais par la Corée du Nord sont même devenus une cause nationale. Et cette cause a ses icônes. Ce couple de retraités, Sakie et Shigeru Yokota. Conférences, manifestations, médias, inlassablement depuis plus de 35 ans, ils se battent pour leur fille. Megumi, enlevée en 1977 à l'âge de 13 ans, alors qu'elle rentrait de son entraînement de badminton. Pendant toutes ces années, Sakie et Shigeru Yokota ont cherché leur fille, partout, à en perdre la raison. Je devenais folle. Je voulais mourir. Je regardais l'océan et je voulais me jeter dedans. Je perdais la tête, mais je ne pouvais pas. Je devais m'occuper de son frère jumeau. Je devais prendre soin de lui, le nourrir. Quand enfin j'étais seule, je pleurais tout le temps. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Et je partais errer dans la ville, à la recherche de Megumi. Je voyais une fille de son âge qui marchait dans la rue et je me disais, elle ressemble à Megumi. Et je lui sautais dessus pour vérifier. Je voulais absolument voir son visage. Et bien sûr, ce n'était jamais elle. Je lui disais, mais non, c'est pas elle, arrête. Il avait beau me le dire, je ne pouvais pas m'en empêcher. Il fallait que j'aille vérifier, mais ça n'était jamais elle. J'ai fait ça tellement de fois. À l'époque, Megumi et ses parents habitent dans ce petit village de la préfecture de Niigata, au nord de Tokyo, sur la côte ouest du Japon. Nous avons retrouvé un policier qui a longtemps travaillé sur l'affaire de la disparition de Megumi. Voilà la maison. Et au bout de la rue, c'est là où on a perdu sa trace. Aujourd'hui encore, Toshiaki Takeda se souvient avec précision des premières heures de l'enquête. C'est par ici qu'elle a disparu. Le chien policier a perdu la trace de Megumi ici. Il a relevé la tête. Il ne sentait plus rien. La piste s'est évaporée. L'adolescente a disparu à 300 mètres à peine du bord de mer, sans laisser le moindre indice. On ne pouvait pas conclure à un kidnapping.
parce qu'il n'y avait pas de message, pas de demande de rançon. Elle avait juste disparu. C'était peut-être une fugue, mais elle n'avait aucune raison de fuguer. Les mois, les années passent. Et en 1997, la vérité éclate enfin. Megumi Yokota a été enlevée par la Corée du Nord. L'information est venue d'un ancien espion nord-coréen. Megumi avait en fait été enlevée, puis transportée sur un bateau. Comme elle appelait à l'aide et faisait beaucoup de bruit, elle a été jetée dans la cale. La petite Megumi aurait désespérément essayé de s'enfuir, mais en vain. Il a raconté qu'elle aurait essayé d'arracher les portes à main nue. Ses mains étaient en sang. Cette région de la côte ouest du Japon est le point le plus proche de la Corée du Nord, à 900 km à peine. Là-bas, vous voyez, c'est l'île de Sado. Et juste derrière, il y a la Corée du Nord. Le bateau a dû contourner l'île et foncer tout droit vers la Corée du Nord. Megumi Yokota aurait donc été enlevée, puis emmenée de force en Corée du Nord en bateau. À l'époque, cette révélation scandalise le Japon. Et depuis, les kidnappings sont une priorité pour la police nippone. Ce soir-là, nous avons rendez-vous avec des agents des renseignements japonais dans un restaurant de Tokyo. Hors caméra, ils vont nous parler longuement de plusieurs cas de disparition. Quelques jours plus tard, les policiers nous envoient par mail les photos d'une maison. Elle appartenait, il y a peu de temps encore, à un médecin nord-coréen résidant au Japon. La maison se trouve à Chiba, au sud de Tokyo, en bord de mer. Selon les policiers, de là, plusieurs Japonais auraient été emmenés de force vers la Corée du Nord. Et parmi eux, un jeune garçon de 19 ans, enlevé en 1976, Susumu Takashi. Voici son frère, Fujita. Nous lui avons demandé de nous accompagner. Pendant des décennies, il a cherché Susumu dans tout le Japon. C'est là. Et juste derrière, il y a la mer. Tout est fermé. Il en est sûr, aujourd'hui, il va enfin approcher la vérité. La maison est fermée. Le médecin nord-coréen est décédé il y a quelques mois. C'est la première fois que Fujita Takashi vient ici. Ah, j'arrive à voir à l'intérieur. Là, c'est la salle de bain. Et devant la maison, un petit chemin serpente vers le bas. Où est-ce que ça va, ça? En contrebas, le jardin est à l'abandon. Entre les hautes herbes, on devine une trace qui nous conduit à une petite porte et à un escalier discret. Et là, tout ça, c'est une plage privée. En voyant cette plage, j'imagine ce qui s'est passé. Un petit bateau a dû arriver jusqu'ici. Après, pour repartir, vous avez deux solutions. Pour aller jusqu'à la Corée du Nord, il vous faut aller au nord et contourner Hokkaido, ou alors passer au sud, au large de Kyushu. Fujita Takashi n'a plus de doute. Son frère a été emmené en Corée du Nord depuis cette plage. Et cette découverte le bouleverse. Je me demande ce qu'il a dû ressentir.
Je me rends compte à quel point ça a dû être dur pour lui. C'est douloureux de penser à tout ça. Il a probablement été emmené ici juste après avoir été enlevé. Je me dis que si la police l'avait cherché, si on l'avait trouvé à l'époque, on aurait pu le sauver. Mais Fujita Takashi sait que son frère est toujours vivant. Grâce à cette photo, prise à Pyongyang et envoyée par un transfuge nord-coréen il y a quelques années. Le voici, Susumu Takashi, sur cette photo d'identité, après 37 ans passés en Corée du Nord. Reste une question. Comment les Nord-Coréens échappent-ils à la surveillance de la marine nippone? Au quartier général des gardes-côtes japonais se cache peut-être un début de réponse. Dans ce hangar, leur plus belle prise. Un bateau espion nord-coréen. Et voici les images incroyables de cette capture, filmée par les gardes-côtes eux-mêmes. Le 21 décembre 2001, dans les eaux territoriales, un chalutier en apparence japonais et au comportement suspect est repéré. Coupez les moteurs! Coupez les moteurs! Malgré les coups de semonce, le navire refuse d'obéir et file plein ouest, poursuivi par la marine nippone. La bataille navale va durer 6 heures. Immobilisé par les tirs de mitrailleuses lourdes, le bateau prend feu. À bord, les Nord-Coréens tentent de se débarrasser des preuves de leurs activités. Le bateau, dont les moteurs ont rendu l'âme, est finalement abordé par les gardes-côtes japonais. Ils sont accueillis par des rafales de Kalachnikov et de lance-roquettes. Et au cœur de la nuit, le bateau finit par couler, entraînant dans la mort 15 marins nord-coréens. En 2002, le bateau est renfloué par les autorités japonaises. Et il va révéler bien des secrets sur les méthodes d'espionnage et de kidnapping de la Corée du Nord. Aujourd'hui, les Japonais viennent de tout le pays admirer ce bateau fantôme qui aurait pu avaler n'importe lequel d'entre eux. L'épave abritait tout un arsenal. Lance-missiles anti-aériens, lance-roquettes, grenades, fusils d'assaut, et il y a aussi ce scooter sous-marin, indispensable pour mener à bien les missions d'infiltration. À la baguette, un officier des gardes-côtes détaille pour les touristes les pièces à conviction trouvées dans le faux bateau de pêche. Mais il tient surtout à montrer l'arrière du navire. Là, une porte géante ouvre sur l'intérieur, vide. Et pour cause, le gros chalutier cachait dans son ventre ce petit bateau espion. Ce petit bateau est très difficile à repérer de loin. Il est très rapide et quand les espions les utilisent pour les kidnappings, c'est impossible de les arrêter. Parce que ce bateau vient très vite se cacher à l'intérieur du gros navire espion. Et là, c'est trop tard. Impossible de les repérer, de les arrêter. Conçu par les maîtres à penser de l'espionnage nord-coréen, le navire a été dessiné pour tromper l'ennemi. Grâce à ce type de bateau espion, la Corée du Nord aurait donc kidnappé des dizaines de Japonais. Mais dans quel but? Nous partons en Corée du Sud. La 12e puissance économique mondiale vit au rythme des relations avec le voisin communiste. Et dans la capitale sont installés bon nombre de Nord-Coréens, des transfuges passés au Sud. Nous avons rendez-vous avec un ancien espion nord-coréen, réfugié à Séoul, depuis 13 ans. Il vit toujours sous protection policière. Im Chung-yoon a bien connu le programme d'enlèvement de la Corée du Nord. Il en a même été l'un des artisans. J'appartenais au bureau des unités d'entraînement. Aujourd'hui, ça a changé de nom. Ça s'appelle l'unité Tempête.
Quand on rejoint l'armée, on doit prêter serment. Ma vie n'est pas ma vie et je la donne à la nation. Cela signifie que vous n'êtes plus maître de votre vie et que votre vie ne vous appartient plus tant que vous portez l'uniforme. Pour nous, il était de notre devoir d'essayer d'infiltrer ou de kidnapper des citoyens venant de pays que l'on considérait comme nos ennemis, la Corée du Sud ou le Japon. Nous, à l'époque, nous voyions cela comme le seul moyen de protéger le régime. Im Chung-yoon, le Nord-Coréen, n'a jamais croisé la route de ce Japonais, Mitsuhiro Suganuma. Pourtant, ces deux espions se sont livrés bataille, à distance. Ça, c'est une récompense donnée par la marine. Et à l'époque, j'étais professeur à l'école de guerre. Mitsuhiro Suganuma a longtemps dirigé le contre-espionnage de la sécurité publique nippone. Il l'affirme, tous ces kidnappés japonais étaient enlevés dans un but précis, enseigner leur langue natale aux espions de Pyongyang. Le but de la Corée du Nord est la révolution. Ils veulent envahir la Corée du Sud et unifier les deux pays. Et pour réussir à faire ça, ils ont eu besoin de passer inaperçus au Sud, de ressembler à des Japonais et d'agir comme eux, pour ne pas se faire remarquer et arrêter. C'est pour cela qu'ils avaient besoin d'enlever des Japonais pour enseigner la langue et la façon de se tenir des Japonais à leurs espions. Jusqu'en 2002, jamais la Corée du Nord n'avait reconnu les kidnappings. Une rencontre va changer le cours de l'histoire. À Pyongyang, le Premier ministre japonais rencontre Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen. Ce moment est historique. Au terme de plusieurs heures de discussion, Kim Jong-il avoue au Premier ministre Koizumi la triste réalité. La Corée du Nord a bien enlevé des ressortissants japonais. La République populaire de Corée nous a fourni les informations que nous demandions au sujet des enlèvements. J'ai protesté très fermement auprès de Kim Jong-il. Il a avoué honnêtement que des Coréens du Nord avaient kidnappé nos ressortissants. Il s'est excusé. Il a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que cela arrive à nouveau. Selon Tokyo, 17 ressortissants japonais auraient ainsi été enlevés par la Corée du Nord. Un mois après avoir avoué leur crime, les Nord-Coréens libèrent 5 Japonais. Ces 5 kidnappés rentrent au pays après un quart de siècle de silence. Aujourd'hui, après 24 ans, j'ai posé le pied sur la terre de mon pays, dans la ville de mon enfance, et je suis sans voix. 5 Japonais libérés sur 17. Car selon Pyongyang, tous les autres seraient morts. Les Nord-Coréens fournissent même les certificats de décès. Accident de voiture, cirrhose du foie, empoisonnement, crise cardiaque, les causes sont multiples. Il y a même le certificat de décès de Megumi. Elle se serait suicidée en 1993. Mais un point intrigue les familles. Tous les certificats de décès proviennent du même hôpital.
Pour les 7 kidnappés, censés être morts, même s'ils vivaient dans des régions différentes, leur certificat de décès venait du même hôpital. Et donc on ne peut pas avoir confiance dans les autorités nord-coréennes. Ce qu'ils ont sûrement fait, c'est qu'ils ont fait des copies de certificats, changé les noms et mis leurs tampons dessus. Si on les empile, on voit que les tampons sont toujours exactement à la même place. La Corée du Nord a même fourni un échantillon d'ADN de Megumi, mais il ne correspond pas à celui de l'adolescente. Les Yokota sont donc persuadés que leur fille est encore vivante. Leur espoir, ce document, une photo de leur fille à Pyongyang. Mais ils se raccrochent surtout au témoignage de l'un des 5 Japonais libérés. Celui de cette femme, Hitomi Soga. Elle a bien connu Megumi et affirme avoir vécu plusieurs mois avec elle à Pyongyang dans les années 80. Hitomi Soga a été enlevée à l'âge de 19 ans avec sa mère, toujours portée disparue. Le ciel, la terre, les arbres me disent « Bienvenue de retour chez toi ». De sa captivité en Corée du Nord, elle ne veut pas parler. Mais tout le Japon connaît son histoire. Son destin est lié à celui de son mari, un Américain, Charles Jenkins. En 1965, Charles Jenkins est sergent dans l'armée américaine en poste en Corée du Sud. Pour éviter de partir combattre au Vietnam, il déserte et passe en Corée du Nord. Contraint de servir le régime communiste, il deviendra même acteur dans les films de propagande nord-coréens. Le voici, grimé, jouant le rôle du méchant américain dans une série nord-coréenne à succès, Les Héros sans nom. Prisonnier du régime, il restera 39 ans à Pyongyang pour être enfin libéré en juillet 2004 avec ses 2 filles, nées en Corée du Nord. Il est accueilli au Japon par son épouse, Hitomi Soga, libérée elle 2 ans plus tôt. Pour retrouver cette famille rescapée de la guerre froide, il faut embarquer sur un ferry. En cette fin d'été, des centaines de touristes japonais voguent vers l'île de Sado. Au Moyen-Âge, elle était surnommée l'île maudite. Aristocrates et samouraïs qui s'opposaient au pouvoir central y étaient envoyés en exil. Aujourd'hui, l'île est plutôt une terre d'accueil. Son plus célèbre habitant est Charles Jenkins. Il vit sur l'île avec sa femme et ses 2 filles, et il a même été naturalisé japonais. À l'entrée du musée de l'histoire de l'île où il travaille, une petite phrase. « Je suis plus heureux ici que je ne l'ai jamais été ». L'homme est devenu une attraction locale. Grâce à lui, le magasin de gâteaux traditionnels ne désemplit pas. Et tous les touristes n'ont qu'une idée en tête, être pris en photo aux côtés de Charles Jenkins. En apparence, l'ancien déserteur mène une vie paisible sur son île. Mais aujourd'hui encore, il a peur. Vous sortez parfois la nuit dans l'île? Non, jamais. Pourquoi? Je n'en vois pas l'utilité. Et je ne veux pas être enlevé par la Corée du Nord. Vous pensez qu'il pourrait vouloir vous faire du mal? Je vais le formuler comme ça. Disons que n'importe qui ici pourrait être massacré assez facilement. 8 ans ont passé depuis sa libération. Mais l'ancien déserteur n'oubliera jamais ses premières années en Corée du Nord. La peur permanente et l'apprentissage forcé du communisme.
Que vous le vouliez ou non, vous étudiez, vous étudiez. S'il vous demande en quoi consiste l'idéologie de la Corée du Nord et que vous ne savez pas répondre, vous allez avoir des problèmes. Aujourd'hui, je m'en souviens encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'idéologie du Juche est à la base de tout. L'homme n'est rien sans cette idéologie. C'est ce que Kim Il-sung a créé. Du lavage de cerveau. Et vous vous en souvenez encore? Je m'en souviens encore aujourd'hui. Pourquoi? On ne sait jamais. Quelqu'un peut me poser la question. Et si vous ne savez pas répondre, vous allez devoir étudier, étudier, étudier. Parfois 17 heures par jour. Parfois avec vos jambes croisées et vos mains sur le sol pendant 1 heure. Punition. Et après 1 heure, changement. Les jambes et les mains croisées dans l'autre sens, comme ça. Punition. C'est ce qu'ils vous ont forcé à faire? Bien sûr. Après sa rééducation idéologique, Jenkins devient une star de cinéma. Il mène une vie privilégiée. Il a même droit à une femme, fournie gracieusement par le régime. Une japonaise, enlevée 2 ans auparavant, Hitomi Soga. Ils m'ont dit qu'ils allaient me donner une asiatique, une femme bien. Je ne la connaissais que depuis 1 semaine. Et en revenant du travail, je lui ai parlé des kidnappings d'étrangers. Et elle m'a dit, « Moi? Quoi ?» Elle ne voulait pas parler. Elle ne savait pas s'il y avait des micros ou pas dans la maison. On est sortis et elle m'a raconté comment elles avaient été kidnappées, elle et sa mère, pas loin d'ici. Comment en rentrant un soir, 2 hommes les avaient suivies. Elles étaient presque arrivées quand les 2 hommes les ont attrapées, mises dans des grands sacs et transportées jusqu'à la rivière. C'est ici que la jeune fille de 19 ans et sa mère ont été emmenées de force un jour d'août 1978. Hitomi Soga restera 24 ans prisonnière de la Corée du Nord et elle ignore toujours ce qui est arrivé à sa mère. Au Japon, Hitomi Soga n'est pourtant pas la seule à vivre dans l'angoisse. Ce drame anéantit des dizaines d'autres familles. Et le problème des kidnappés est devenu une cause nationale. Le pays s'est même doté d'un ministère des enlèvements. Mais les négociations sont tendues face à l'intransigeance des Nord-Coréens. Vous savez, les familles des kidnappés vieillissent. Elles ont toutes 70 ou 80 ans. Alors je n'arrête pas de dire à la Corée du Nord que pendant qu'elles sont encore en vie, il faut faire un geste et libérer tous les kidnappés. Le ministre s'appuie sur les témoignages des 5 rescapés. Et ils sont unanimes. Il y a bien d'autres victimes de ces enlèvements, toujours vivantes. Et le temps presse. Alors, un homme enquête sans relâche. Il est à la tête d'une commission qui a déjà fourni au gouvernement japonais une liste de 71 autres personnes enlevées par la Corée du Nord. Bien loin des 17 cas officiellement approuvés par le gouvernement. Mais la liste des personnes susceptibles d'avoir été kidnappées s'allonge de jour en jour. Aujourd'hui, elle comporte près de 500 noms. Nous avons environ 470 dossiers. Jusqu'à présent, nous avons pu retrouver au Japon environ 50 personnes. Certaines étaient devenues sans domicile fixe, d'autres ont eu des accidents, ils sont morts de mort naturelle ou violente.
Mais malgré 10 ans d'investigation, nous n'avons pas trouvé de traces de tous les autres. Il y a certains cas très troublants. Donc tous ceux qui restent auraient très bien pu, selon nous, avoir été soit enlevés, soit convaincus de se rendre en Corée du Nord et retenus de force. Combien ont été enlevés, combien ont été piégés, ça, je ne sais pas. Quel que soit leur nombre, il faut les aider à garder espoir, les soutenir avec les moyens du bord. Tous les jours, via les ondes courtes, cette radio inonde la Corée du Nord de messages des familles. Ce matin-là, une longue lettre de Sakie Yokota, la maman de Megumi. Pour ma chérie Megumi, en Corée du Nord. C'est le 35e printemps que je passe sans te voir. Forcée de vivre en Corée du Nord, ce n'était pas ce que tu avais imaginé. Mais cette voix ne parviendra peut-être pas jusqu'à Megumi, car le régime réagit comme aux grandes heures de la guerre froide. Il brouille le signal tout simplement, obligeant la radio à changer souvent de fréquence. Ça, c'est le signal du brouillage de notre fréquence par l'armée nord-coréenne. Ils brouillent notre radio, comme ça personne ne peut écouter nos émissions. La Corée du Nord se considère toujours comme un pays en guerre. Et son principal adversaire reste son frère ennemi, la Corée du Sud. Le pays n'a pas été épargné par la campagne d'enlèvement. Il en est même la première victime. Et comme souvent en Corée du Sud, les familles s'en remettent à Dieu pour espérer revoir un jour leurs proches. Cet homme se bat pour son père depuis plus de 40 ans. En 1969, un avion de la Korean Air est détourné par un terroriste et contraint de se poser à Pyongyang avec 46 passagers à bord. Quelques semaines plus tard, la Corée du Nord libère une trentaine de personnes, mais garde l'avion, l'équipage et 5 passagers. Parmi eux, le père de Wang In-cheol. J'ai entendu dire que parfois, après un procès informel, les gens qui ont été kidnappés étaient exécutés. Même s'il n'est pas mort, mon père n'a pas pu vivre sa vie comme il l'entendait, selon sa conscience et ses croyances. Il n'a pu que vivre sous la contrainte. Il est devenu esclave et il a dû changer pour devenir ce que ses geôliers voulaient qu'il devienne. Wang In-cheol a fondé une association pour alerter l'opinion publique sur le drame que vivent les derniers passagers du vol YS-11, toujours enfermés en Corée du Nord. Il avait 2 ans lorsque son père a été kidnappé. Il n'a que de vagues souvenirs de cet homme, mais il a conservé toutes les coupures de journaux de l'époque. Les passagers victimes de torture à l'électricité. Les survivants se souviennent de 66 jours d'enfer. Wang In-cheol a passé toute sa vie d'adulte à se battre pour que ce père qu'il a à peine connu ne tombe surtout pas dans l'oubli. En fait, je n'ai jamais pu vivre une vie normale. Tout ce dont je me souviens, c'est que ma vie n'a pas été facile. Toute ma vie, j'ai essayé de me battre et de ne pas imposer ces difficultés à mes filles. Je continue de me battre pour mon père. Mais en même temps, je suis devenu économiquement, socialement, culturellement faible. Je suis une minorité sociale à la charge de ma famille, de ma femme et de mes filles.
Des familles entières bouleversées à jamais, il y en aurait plusieurs milliers ici. Certaines associations estiment à 3800 le nombre de Sud-Coréens enlevés par la Corée du Nord depuis la fin de la guerre en 1953. Des Coréens, des Japonais, mais la dictature communiste aurait enlevé d'autres innocents sur d'autres continents. C'est ce qu'affirme l'ancien déserteur. Son témoignage dans un livre a révélé au grand public l'ampleur du programme d'enlèvement du régime de Pyongyang. Vous connaissez cette jeune femme? C'est Doina. Qui est-ce? Doina Bumbea, elle était roumaine. Selon Charles Jenkins, au moins une Européenne a été kidnappée par la Corée du Nord. Une jeune Roumaine, Doina Bumbea, enlevée en 1978, et Charles Jenkins l'a bien connue. Un jour, elle m'a dit « Attends, sois patient, tu verras un jour, le régime nord-coréen va s'écrouler. Et ce sera un régime capitaliste, on vivra bien ici. » Elle m'a dit ça. Doina Bumbea, la belle roumaine, était originaire de Craiova, en Roumanie. Son frère et sa mère y habitent toujours aujourd'hui. La dernière fois qu'il a vu sa sœur, Gabrielle Bumbea avait 9 ans. Doina, elle, en avait 26 et elle était comme une mère pour lui. Très jeune, elle se passionne pour le dessin et la peinture. Après des études d'art, elle s'installe à Rome. 2 ans plus tard, en 1978, elle disparaît. J'ai appris l'histoire de son enlèvement seulement en 2007, quand les premières informations tirées du livre de Charles Jenkins sont parues sur Internet. On ignorait tout de ces enlèvements en 1978, quand ma sœur avait complètement disparu. Dans le livre de l'ancien déserteur, il apprend que sa sœur serait morte en 1997. Mais il veut en avoir la certitude. Alors, en 2008, Gabrielle Bumbea part pour le Japon, rencontrer Charles Jenkins. C'est lui qui m'a dit qu'elle s'appelait Doina Bumbea, qu'elle était roumaine et avait vécu en Italie, que son père avait été officier dans l'armée roumaine, que sa mère avait été déportée. C'est seulement là que j'ai réalisé qu'il était question de notre famille. Il n'y a pas 2 familles dans le monde qui pouvaient accumuler autant de coïncidences. Doina, prisonnière du régime nord-coréen pendant toutes ces années, incompréhensible pour sa maman. À 82 ans, son chagrin est intact. Ils ont pris mon âme, toute ma joie. En fait, on s'aimait beaucoup toutes les deux. On avait toujours quelque chose à se raconter. Et j'avais aussi le petit, lui, Gabriel. Mais elle et moi, on restait très tard le soir à papoter. Qu'est-ce qu'ils m'ont pris? Mon âme. Pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver à Doina, nous sommes partis à la recherche de son passé. Et nous avons retrouvé un de ses amis. Il vit à Ibiza, en Espagne. Sergio Ferrero rencontre Doina dans les années 70. Il lui organise même sa première exposition. Oui, c'est un album d'il y a très longtemps, c'était 1975. Ici, c'était dans les centres culturels européens. Il y a Doina avec moi. Ici aussi, il y a une des photos qu'on avait fait à l'époque dans la galerie.
Il voulait être heureux, il voulait être fort, il voulait avoir du succès, il voulait être connu. Il ne laissait pas passer les occasions. Elle était ambitieuse? Elle était très ambitieuse, oui. C'était une peintre hors de commun. Ces toiles se vendent bien, le début d'une carrière prometteuse. Sergio Ferrero a d'ailleurs conservé quelques tableaux de Doina. Il se souvient de son départ et de leur dernière conversation. Après l'exposition au Centre culturel européen, pendant 2-3 mois, je n'ai pas eu de nouvelles. Et un jour, il m'appelle de Tokyo. Il me dit, écoute Sergio, grâce à toi, je suis dans l'hôtel Hilton de Tokyo et on m'a organisé une exposition de peinture ici. C'est un succès, c'est magnifique, merci, merci, bisous, bisous, ciao, ciao. Alors c'est fort possible qu'elle a rencontré là-bas quelqu'un qui avait une galerie ou qu'il lui a proposé de faire un voyage. C'était très facile de l'inviter à faire un voyage à Tokyo avec une excuse d'une exposition. Après ce coup de fil, Doina Boumbéa disparaît. Elle restera 19 ans enfermée en Corée du Nord. À Pyongyang, Charles Jenkins n'a jamais perdu de vue la Roumaine, jusqu'à sa mort en 1997. Oui, elle est morte d'un cancer du poumon. Et le pire, c'est qu'elle a su qu'elle allait mourir. Ils l'ont diagnostiquée et 6 ou 7 mois après, elle est morte. En plus de centaines de Japonais et probablement de milliers de Sud-Coréens, une Roumaine a donc également été enlevée. Les cibles des kidnappings n'étaient donc pas seulement des Asiatiques, elles étaient aussi européennes. L'histoire de Doina la Roumaine ne serait donc pas un cas isolé. C'est ce que nous confirme l'ancien espion nord-coréen. Im Chung-yoon refuse de dire s'il a participé à des kidnappings, mais il se souvient avoir vu à Pyongyang, à la fin des années 80, plusieurs Européennes chargées d'enseigner les langues aux espions. Vous avez vu des femmes, des occidentales? Oui. Vous avez vraiment vu des femmes, des Européennes? Bien sûr, oui. Combien en avez-vous vu? Eh bien, vous savez, c'est rare de voir des étrangers en Corée du Nord. C'est difficile. Combien en avez-vous vu? Au Collège des langues, j'ai dû en voir environ 15. Environ 15 femmes? Oui, je pense en avoir croisé au moins 15. Vous savez, en Corée du Nord, nous n'avons pas l'occasion d'aller à l'étranger. Alors, pour nous, impossible de dire s'ils viennent de Hollande ou d'ailleurs. Nous savons juste qu'ils sont noirs ou qu'ils sont blancs. Mais impossible de savoir si ce sont des Français, des Hollandais ou des Américains. Les autorités japonaises ont eu connaissance des témoignages de ces anciens espions. Le ministre des Enlèvements par la Corée du Nord recense très précisément tous les cas d'étrangers kidnappés. Et ce jour-là, il nous raconte alors une autre histoire. Vous savez, il y aurait eu aussi 3 Françaises. En fait, des Libanaises affirment les avoir aperçues à Pyongyang en 1978. Mais cette information n'est pas complètement vérifiée. Selon ce qu'elles ont affirmé, ces 3 Françaises auraient été kidnappées. À mon avis, le gouvernement français devrait enquêter sur ces affirmations. Ces Libanaises affirment avoir vu 3 Françaises retenues à Pyongyang. Nous avons retrouvé la trace de leur témoignage dans un journal libanais paru le 9 novembre 1979. L'article raconte comment ces Libanaises ont été kidnappées puis libérées 1 an après, et surtout, ce qu'elles ont vu sur une base nord-coréenne. Il y avait là 28 jeunes femmes, dont 3 Françaises, 2 Italiennes, 3 Hollandaises, des femmes du Moyen-Orient ou venant de pays d'Europe de l'Est. Elles ont précisé qu'il était impossible pour toutes ces femmes de résister. Ces 4 Libanaises, nous les avons retrouvées. L'une d'elles est retournée en Corée du Nord, où elle a épousé un autre déserteur américain. Une autre serait réfugiée aux États-Unis. Les 2 dernières vivent toujours au Liban. Et elles ont refusé de nous rencontrer. Elles ne veulent pas s'exprimer sur cette histoire.
Mais à Tokyo, un homme connaît bien l'affaire de ces Françaises. Il préside la principale association de disparus. Et ce soir-là, dans ses bureaux exigus du centre de Tokyo, Tsutomu Nishioka veut nous montrer un document, la liste des étrangers vivant à Pyongyang en 2010. Il y a là des dizaines de Japonais et de Sud-Coréens, quelques Chinois, en tout une quinzaine de nationalités différentes. Et il y a également 3 ressortissants français. Nous avons leurs âges, leurs adresses et leurs professions. Il y a une femme de 91 ans qui est l'épouse d'un militaire. Cette Française doit être mariée à un officier de l'armée de Corée du Nord. Ensuite, nous avons un homme de 72 ans. Lui est retraité apparemment. Et le dernier est un homme de 31 ans. Il est apparemment étudiant à l'université. Je ne sais vraiment pas ce que ces Français font en Corée du Nord. Depuis plusieurs années, le patron de cette association accumule les indices sur la présence à Pyongyang de kidnappés d'origine européenne. Et il a recueilli un témoignage exceptionnel. Les confessions de cette femme, Kim Yong-hee, une ancienne espionne nord-coréenne, une terroriste repentie, reconnue coupable en 1987 d'avoir posé une valise piégée dans un avion, un Boeing de la Korean Air. Bilan, 115 morts. Arrêtée puis condamnée à mort, elle fut graciée quelques années plus tard en échange d'informations sur le régime. Sa parole est précieuse. Ce jour-là, elle va nous confirmer la présence à Pyongyang au milieu des années 80 d'au moins une Française kidnappée. Il y a eu des Français kidnappés par la Corée du Nord. Et j'ai même vu une photo. Un jour, j'étais dans une de nos résidences réservées à Pyongyang. Et il y avait une cuisinière. Elle m'a raconté qu'auparavant, une Française habitait cette maison. Elle avait été séduite par un espion de chez nous. Il l'avait convaincue de venir avec lui et elle s'était retrouvée à Pyongyang. Arrivé ici, il l'a remise aux officiers supérieurs et il a disparu. Elle a protesté en hurlant « Allez le chercher, allez le chercher !» Les officiers ont été obligés de la frapper. Elle pleurait tellement. La cuisinière m'a même montré une photo d'elle. Une photo en couleur? Oui, une photo en couleur. Je me souviens qu'elle était très belle et qu'elle avait de grands yeux bleus. À plusieurs reprises, la dernière fois en septembre 2012, Tsutomu Nishioka a signalé à l'ambassade de France à Tokyo le cas de ces Françaises retenues contre leur gré en Corée du Nord. Le gouvernement français nous a remerciés de nos informations. Et ils ont trouvé cela très intéressant. Mais la France n'a pas voulu nous confirmer la réalité de cette affaire. Les autorités françaises considèrent-elles vraiment que ces informations sont sans valeur? Les disparitions de Français à l'étranger sont suivies par le Quai d'Orsay. Nous lui adressons donc une demande d'interview. Après plusieurs semaines de tractation, la réponse tombe. Je suis désolé, mais effectivement, les nouvelles consignes que je peux avoir m'obligent à refuser votre demande d'interview, tout simplement parce que nous n'avons pas d'informations substantielles sur ces cas de disparition. Nos informations à ce sujet sont, je vais dire succinctes, mais c'est même pas le mot, elles sont totalement
japonaises auraient réagi, nous n'avons pas, nous, de quoi réagir. Vous n'en aviez pas entendu parler avant que je vous en parle, vous, de cette histoire. Non, c'est vrai, mais maintenant, il y a hélas, quantité de choses dont je n'ai pas entendu parler entre nous. On a des milliers de Français à qui il arrive, hélas, des tas de mésaventures. Un cas unique qui remonte aux années 70, c'est comme chercher pour nous une aiguille dans une botte de foin. On n'a pas forcément l'information. Pourtant, selon nos informations, le Quai d'Orsay a bien été alerté à de nombreuses reprises sur le cas de ces Françaises retenues en Corée du Nord. Mais pour les diplomates français, cette histoire ne mérite pas que l'on aille fouiller dans les archives. Dernier espoir pour retrouver la trace de la Française aux yeux bleus, les policiers qui enquêtent sur les personnes disparues en France. Les informations dont nous disposons sont sommaires. Notre Française aurait été enlevée entre 1975 et 1985 et elle aurait eu une trentaine d'années à l'époque. À l'Office central de la répression des atteintes aux personnes, le commissaire Malon reconnaît n'avoir jamais eu vent de cette affaire. Est-ce qu'on a la possibilité de savoir si une disparition inquiétante a été signalée entre les années entre 75 et 85 par exemple? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir accès au signalement? Signaler. Ouais. Ça veut dire signaler, donc il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte. À partir du moment où une famille s'est manifestée, une enquête a forcément été ouverte. Après, si vous avez un nom, oui, on peut retrouver. Si vous n'avez pas de nom, ça va être compliqué. Mais parce que la famille, elle a bien un nom. Oui, mais c'est manifesté. Non, mais est-ce que par exemple il existe le listing des disparitions signalées entre 75 et 80? Est-ce que quelqu'un a un listing comme ça? Non, pas à ma connaissance. Donc concrètement, il est impossible de dire aujourd'hui combien de personnes ont disparu et n'ont jamais été retrouvées en France. Non, il est impossible de le dire. Officiellement, malgré les informations fournies par les Japonais, aucune enquête n'a jamais été lancée en France sur nos ressortissants retenus contre leur gré en Corée du Nord. Il reste donc peu d'espoir de retrouver un jour notre Française aux yeux bleus. Le 2 septembre dernier, à Tokyo, on fêtait un anniversaire. Les 10 ans de la libération des premiers kidnappés de la Corée du Nord. Dans la salle, toutes les familles des victimes. Les unes après les autres, elles vont défiler à la tribune pour exprimer leur tristesse et leur colère. La célèbre maman de Megumi, la jeune fille de 13 ans, prend la parole en dernier. Bonjour. Merci à tous de votre soutien pendant toutes ces années. Si vous, la Corée du Nord, voulez devenir une grande nation aux yeux du monde, il faut que vous libériez, s'il vous plaît, nos chers enfants que vous avez kidnappés. Rendez-les à la chaleur des bras de leurs parents. Nous sommes dans une rage noire, en colère, presque à s'en évanouir. Je voudrais revoir Megumi, même pour une seconde, même de loin, ou lui parler, même juste un mot, et après je pourrais mourir. Selon les associations japonaises de disparus, il resterait plusieurs centaines de kidnappés à Pyongyang. Des Japonais, des Sud-Coréens, une Malaisienne, une Thaïlandaise, plusieurs ressortissants européens et au moins 3 Françaises.
Avec nous sur ce plateau, le réalisateur de cette enquête, Lionel de Coninck. Bonsoir. Bonsoir. Et Juliette Morillo, une des rares spécialistes de la Corée du Nord. Bonsoir, à vous. Comment expliquer cette vague de kidnapping dans les années 70-80 ? Alors, il faut remettre ça dans le contexte de la Corée du Nord à l'époque et dans le contexte de la guerre froide. À cette époque-là, la Corée du Nord n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est une Corée du Nord qui est relativement prospère, qui est bien installée. Le peuple va bien, a de quoi manger et même, à cette époque-là, presque plus prospère que la Corée du Sud, ce qui est paradoxal par rapport à l'image que l'on en a. À cette époque-là, la Corée du Nord, c'est pas très longtemps après la guerre, c'est une vingtaine d'années après la fin de la guerre. La Corée du Nord a toujours en tête d'infiltrer la Corée du Sud pour éventuellement réunifier la péninsule. Et puis, c'est le contexte de la guerre froide. Donc, il était important d'avoir des espions. On n'avait pas Internet à l'époque, d'avoir des sources vives en Corée du Nord. Alors, on voit à travers le documentaire de Lionel que le régime nord-coréen consacre beaucoup de moyens à l'espionnage, les navires espions par exemple. Sait-on comment ces espions étaient formés ? Oui, bien sûr. Alors, d'une part, vous avez des témoignages, notamment de cette Coréenne Kim Hyun-hee, qu'on voit dans le reportage et qui parle si bien japonais. Et j'ai rencontré moi-même pas mal de Nord-Coréens en Mandchourie et en Corée du Sud qui m'ont parlé de ces villes qui étaient reconstituées. C'est-à-dire, vous aviez de véritables campus, en fait, avec des universités, donc vous aviez des laboratoires de langue, mais surtout des villes reconstituées. Vous aviez des petits quartiers de Paris qui pouvaient être reconstitués, des petits quartiers de New York, des quartiers de Séoul, reconstitués à l'identique, de façon à entraîner justement, grâce à ces professeurs qui étaient donc les kidnappés, les futurs espions nord-coréens et leur montrer tous les petits gestes de la vie quotidienne. Par exemple, comment commander un petit noir à Paris et savoir quel pourboire laisser. Tous ces petits gestes qui font qu'on passe inaperçu. Et également, comme on le dit aussi dans le reportage, toutes ces attitudes qui sont spécifiques, les attitudes du corps qui sont spécifiques à un peuple et qui permettent de se fondre et d'être un espion efficace. Lionel de Coninck, ces kidnappés avaient-ils un profil particulier ? Non, il n'y avait pas vraiment de profil particulier. Certains d'entre eux étaient kidnappés quasiment au hasard. On l'a vu dans le cas de la petite Megumi, qui à 13 ans ne peut pas intéresser un service d'espionnage quelconque. À d'autres occasions, il y a un couple, par exemple, qui marche sur la plage et en amoureux, une petite promenade, main dans la main, pouf, il y a un Zodiac qui arrive, ils se font attraper et emmenés en Corée du Nord, où ils sont restés plus de 20 ans. Donc il n'y a pas vraiment de profil particulier. Dans certains cas, à certaines époques, ils ont pu vouloir rechercher des économistes ou des infirmières ou des médecins, mais sinon, il n'y a pas vraiment de profil particulier. Ils avaient juste besoin, comme disait Juliette, d'enseigner les langues à leurs espions. Alors, il y avait aussi ce qu'on peut appeler le choix du roi, l'histoire de cette actrice sud-coréenne choisie par Kim Jong-il. Alors, Kim Jong-il était féru de cinéma. Et à l'époque, il aimait beaucoup une actrice sud-coréenne très connue qui s'appelle Madame Choi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Très simplement, il prend son téléphone, il appelle le chef des services secrets et il a dit faites-la venir, enlevez-la. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont attirée à Hong Kong sous des prétextes fallacieux, ils l'ont mise dans un bateau et ils l'ont emmenée en Corée du Nord. Elle est restée quelques années en Corée du Nord et au bout de quelques années, elle a dit moi je travaille avec mon mari, qu'à cela ne tienne, ils sont allés enlever le mari. Et donc tous les deux ont travaillé pendant des années à faire des films de propagande pour le régime nord-coréen, jusqu'au jour où ils ont pu s'échapper lors d'un tournage à Vienne, en Autriche, en 86. Mais ils sont quand même restés près de 20 ans enfermés en Corée du Nord. Juliette Morillo, 80% des kidnappés sont des femmes. Pourquoi ? Alors, ce sont des femmes pour une raison principale, c'est que dans l'idée finalement très machiste et très traditionnelle de la société coréenne, que ce soit au nord et au sud, les femmes sont plus adaptables et se dévoueront probablement plus à des tâches comme l'enseignement, sont plus douées pour ça. Je pense aussi que les kidnappés étaient choisis parce qu'elles n'avaient pas de liens familiaux. Personne n'allait les rechercher. Je pense que c'était un des premiers critères aussi de choix de ces femmes. On retrouve, quand on regarde la liste des kidnappés, beaucoup de femmes qui vivaient seules, qu'on n'allait pas rechercher, on n'allait pas retourner ciel et terre pour les retrouver. Et une des autres raisons d'avoir des femmes, certaines femmes étaient extrêmement jolies et probablement ont-elles été intégrées pendant un certain temps, probablement pas très longtemps, dans des sortes
sorte de lupanar destiné soit aux apparatchiks nord-coréens, soit à des officiels. Je ne pense pas que c'est duré très très longtemps. Des lupanars qui avaient un nom, hein, selon vous, Lionel, bien précis. C'est pas selon moi, mais selon les services de renseignement japonais, eux, ils appellent ça the pleasure unit, c'est-à-dire l'unité du plaisir. Et de fait, comme le dit Juliette, la plupart des kidnappés sont des femmes, et la plupart d'entre elles sont quand même plutôt jolies, ce sont des jolies femmes. Donc il y a une première utilisation, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais une première utilisation qui est ce que raconte Juliette pour les lupanars. Et puis il y a aussi une deuxième utilisation que l'on raconte aussi dans le documentaire, c'est qu'elle servait aussi d'épouse pour tous les otages mâles ou alors les réfugiés en Corée du Nord, les anciens terroristes qui venaient s'installer en Corée du Nord, ils avaient besoin de belles épouses, notamment de belles épouses japonaises. Et donc elle servait aussi de vivier d'épouses pour tous les gens invités par le régime. Alors ce qu'on apprend dans votre enquête, c'est des éléments sur la vie des kidnappés. Et vous avez notamment rencontré Charles Jenkins, cet ancien déserteur américain qui a passé 30 ans en Corée du Nord. Dans quelles conditions, Lionel, vivaient ces étrangers retenus contre leur volonté? Alors, ils vivaient de manière surveillée. Ils vivaient sous surveillance, très clairement. Charles Jenkins raconte à un moment, par exemple, que quand il rencontre sa femme, au bout de quelques semaines, il veut s'installer devant la télévision le soir avec son épouse, ils veulent regarder la télévision, et ils sont surveillés en permanence par un monsieur, un surveillant, qu'ils appellent un leader entre eux. Et ce leader, ce monsieur, donc ce surveillant, alors qu'il regarde la télévision, il vient s'asseoir entre deux, au milieu, entre le mari et la femme, et il regarde la télévision avec eux tous les soirs, avec cet homme qui est installé entre deux. Donc, très clairement, ils sont sous surveillance. Alors, vous suivez, Lionel, tout au long de votre enquête, la piste particulière d'une Française aux yeux bleus. Est-ce que vous pouvez résumer tous les éléments dont vous disposez? Alors, les éléments dont nous disposons, d'abord, il y a le témoignage de ces Libanaises qui, quand elles rentrent, racontent qu'à la Cité des Espions, elles ont vu 3 Françaises, entre autres, il y a d'autres européennes, mais entre autres, elles ont vu 3 Françaises, donc qui étaient, selon elles, retenues contre leur gré. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le témoignage de Kim Yong-hee, de cette ancienne espionne nord-coréenne, comme on l'a vu dans le documentaire, qui, elle, raconte avoir eu un témoignage très direct de l'ancienne cuisinière de cette Française, qui lui a montré une photo, qui lui a raconté qu'elle était vraisemblablement ou une étudiante en droit ou une professeure de droit, mais qu'elle avait un rapport avec le droit, qu'elle avait les yeux bleus. Donc ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est Madame Choi, la fameuse actrice. Madame Choi, qui, elle aussi, avait entendu parler de cette histoire et qui raconte ça également. Donc ça fait trois gros éléments quand même qui, voilà, et la liste, la liste de l'association. Alors la liste des résidents étrangers en Corée du Nord, c'est un élément qu'on peut ajouter, un élément troublant à tout le moins, mais il est difficile de le lier très directement aux kidnappés. Ce sont peut-être juste des résidents. Le président de l'association Nishoka pense que ce sont des vieux militants gauchistes des années 70 qui sont partis s'installer en Corée du Nord et qui y sont restés. Donc c'est difficile d'avoir une explication concrète, d'autant que les noms sur la liste sont des noms coréanisés, des noms coréens. Donc on n'a pas leurs identités françaises. Est-ce qu'on pourrait espérer, Lionel de Coninck, qu'en voyant votre reportage ce soir, quelqu'un en France va se manifester parce que l'un de ses proches a disparu dans ces années-là? C'est tout le problème, mais c'est tout le souhait. Ça paraît difficile parce que l'histoire est assez ancienne. De fait, au Quai d'Orsay, il n'y a pas eu vraiment d'enquête. La police ne tient pas de listing de ces années-là. Donc concrètement, personne ne sait réellement qui a disparu dans ces années-là et où et dans quelles circonstances. Donc à moins de fait qu'une personne, ce soir, voit la télévision et voit le reportage et ça peut lui dire quelque chose et peut se manifester. Mais ou au hasard, tout bêtement, la Corée du Nord actuellement s'ouvre un tout petit peu et je pense qu'au hasard d'une visite en Corée du Nord, on peut repérer. Forcément, en Corée du Nord, il y a tellement peu d'étrangers que les visages étrangers, on les repère immédiatement. D'autre part, il se peut très bien que la Corée du Nord, de même que la Corée du Nord a négocié finalement le retour des otages japonaises au Japon, enfin des kidnappées japonaises au Japon, il se pourrait très bien que dans un cycle de négociation, comme un geste de bonne volonté, la Corée du Nord propose peut-être à des personnes qui maintenant en plus sont des vieilles personnes, donc elles ne représentent plus grand-chose, leur propose de rentrer dans leur patrie. C'est tout à fait possible. Mais il faudrait pour ça que le gouvernement français le signale. Pardon, qu'il y ait une volonté politique. Évidemment. Voilà, et de fait, le gouvernement japonais a, à de nombreuses reprises, signalé le cas au moins des 3 Françaises
et vraisemblablement de la française aux yeux bleus. C'est pas possible autrement. La collaboration entre services fait qu'à un moment ou un autre, forcément, les services sud-coréens ou les services japonais ont signalé l'affaire aux services français. Donc, le gouvernement français est bien sûr au courant. Moi, j'ai vu et je sais qu'à Tokyo, l'ambassade de France à Tokyo a reçu la visite de membres de l'organisation de l'ONG de M. Nishioka à plusieurs reprises, qui leur ont signalé le cas des 3 Françaises. Donc, très clairement, les autorités françaises sont au courant. Juliette Murillo, vous qui allez en Corée du Nord, vous est-il arrivé donc de rencontrer des étrangers et des Français? Alors aujourd'hui, dans Pyongyang, on rencontre parfois, mais généralement dans les lieux comme les hôtels, les bars, les restaurants, on rencontre des étrangers. Dans la rue, honnêtement, on n'en rencontre pas beaucoup. Ceci dit, à Pyongyang, ce qui est assez étonnant, quand j'y suis allée au lendemain des années 2000, on m'a parlé d'une Française. J'ai eu une Coréenne qui s'est adressée à moi et qui m'a dit bah, « Tiens, j'ai vu une Française comme toi. » Alors j'ai essayé d'en savoir plus. J'ai jamais su autre chose. Elle n'était pas étudiante, elle vivait en Corée du Nord. Qui sait, c'était peut-être la dame aux yeux bleus. Lionel, vous êtes le premier journaliste français à enquêter sur cette affaire. Et au Japon, on l'a vu, c'est une affaire nationale et qui préoccupe tout le monde. Depuis très longtemps, depuis au moins la fin des années 90, quand ils ont eu la confirmation qu'il y avait probablement la main nord-coréenne sous les disparitions. Ça préoccupe les Japonais, c'est une cause nationale. Il y a un ministère qui gère les enlèvements par la Corée du Nord. Monsieur et Madame Yokota sont des icônes nationales, ils sont reconnus dans la rue, tout le monde les arrête pour les féliciter, pour leur rendre hommage. Ils ont des signes de reconnaissance, ils ont tous, je ne sais pas si on le voit bien sur le documentaire, mais ils ont tous des petits badges bleus, des petits rubans bleus qui est signe de souvenir et de ne pas oublier ces kidnappés. Et c'est vraiment une cause et un drame national. Les Japonais, est-ce qu'ils continuent de négocier pour obtenir la libération des autres kidnappés et si oui, pourquoi ça n'aboutit pas ? Alors, bien sûr qu'ils continuent de négocier. En août dernier, il y a eu des petites négociations, un petit tour de table en Chine, entre Nord-Coréens et Japonais. Le nouveau Premier ministre, M. Shinzo Abe, a rencontré M. et Mme Yokota il y a très récemment, la semaine dernière, je crois, ou il y a quelques semaines, pour leur rassurer à nouveau que le gouvernement japonais ferait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer d'avoir des nouvelles des kidnappés. Ça n'aboutit pas parce que c'est une affaire compliquée pour le nouveau dirigeant nord-coréen, pour Kim Jong-un. C'est difficile pour lui. La Corée du Nord a dit officiellement, voilà, nous en avons rendu 5, tous les autres sont morts, il n'y a plus aucun kidnappé chez nous. C'est difficile pour le fils de dédire son père. Est-ce qu'on peut espérer, pour finir, Juliette Murillo, avec l'accession du fils au pouvoir, une ouverture, un assouplissement de ce régime sur ce dossier des kidnappés? Alors je pense que s'il y a un assouplissement sur ce dossier des kidnappés, ce sera un petit morceau d'un plan, d'un projet d'ouverture plus grande de la Corée du Nord. Je pense en effet que Kim Jong-un pourrait très bien, comme marque de bonne volonté, faire avancer ce dossier, notamment avec le Japon. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Juliette Murillo pour votre expertise. Merci beaucoup Lionel de Coninck pour les révélations de votre enquête. Merci à vous tous pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3 et à bientôt pour une nouvelle enquête de Pièces à conviction. De dindon, poules truffées, gâteaux de châtaigne, bienvenue dans le Périgord.